Revenons maintenant sur ce qui s'est passé à Kherson. Donc j'avais émis pas quelques doutes, hein. Moi j'étais persuadé que les Russes, une fois qu'ils l'avaient annoncé, allaient bien quitter la rive droite de Kherson, mais je me demandais pourquoi est-ce qu'ils l'avaient annoncé avant de le faire, contrairement aux autres fois, quand ils ont abandonné le nord de Kharkov ou le nord de Kiev, ils l'ont d'abord fait avant de l'annoncer. Et en fait, je crois que j'ai eu la réponse, c'est que l'armée ukrainienne a révélé sa totale impotence euh, vis-à-vis de Kherson. Donc déjà, pendant 15 jours, en fait, les Ukrainiens n'y croyaient pas. Bah, d'ailleurs, honnêtement, c'est ce qui faisait qu'aussi, moi j'avais tendance à pas y croire. C'est qu'en fait, en face, Zelensky, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le porte-parole, le conseiller de Zelensky, Podolyak, etc., personne ne croyait, pensait que c'était un piège. Et donc, et je me disais, ça va prendre plusieurs jours à l'armée russe pour évacuer Kherson. En fait, ça lui a pris 24 heures. Et les Russes ont évacué, écoutez bien, 30 000 hommes, 5 000 véhicules, sans aucune perte. Les Ukrainiens ont tiré quelques HIMARS, comme d'habitude, qui ont la plupart été interceptés par l'excellente DCA russe. Ils ont été incapables d'infliger un seul revers lorsque la Russie a abandonné, l'armée russe a abandonné la rive droite du Dniepr. Ce qui prouve que, en fait, ils n'étaient absolument pas capables de prendre Kherson. Ce qui est évident, c'est que Sourovikine le savait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est permis le luxe d'annoncer avant de le faire l'évacuation de l'armée russe. Et d'ailleurs, l'armée ukrainienne a été terrorisée pendant quasiment 48 heures et a très peu avancé sur le terrain parce qu'en plus, chaque fois qu'elle avançait, elle se faisait détruire. Parce que malgré tout, les Russes sont pas si loin. Et avec les Lancet, avec sa supériorité en artillerie et en aviation, ils peuvent continuer à détruire dans la steppe, ce qu'ils font depuis le début, le, l'armée ukrainienne. Donc on a assisté à quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que au lieu de lancer une offensive immédiatement, donc puisque soi-disant il y avait des troupes massées pour prendre Kherson, ils sont restés là et ils ont laissé une armée en retraite partir tranquillement. Je crois que là encore, les Ukrainiens à chaque fois nous épatent. Ils font des choses qui sont jamais vues dans l'histoire de la guerre. Donc ils ont d'abord envoyé quelques forces spéciales et puis finalement l'armée a fini par y rentrer. Il reste à Kherson une quarantaine de milliers de civils. L'essentiel est passé du côté russe pour être protégé, notamment les forces vives et puis ceux qui ont bien sûr collaboré avec l'administration russe et ceux qui ne veulent pas être mobilisés pour les opérations suicides permanentes de l'armée ukrainienne sur le front. Donc tous ces gens-là sont passés de l'autre côté. Et il reste des gens, il y en avait, hein, le référendum, je crois que ça va être quelque chose comme 88% ou 80%, bon, peu importe. Donc il y a des gens qui étaient encore pro-kieviens, très peu. D'ailleurs, on a vu, c'est pas du tout la libération de Paris, hein, contrairement à ce que certains ont dit. Et on a vu des scènes assez tristes qui ont été montrées d'ailleurs dans les médias occidentaux, mais là, évidemment, ça les choque pas. On voyait des gens attachés à des pylônes, insultés par la foule. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ceux qui ont réellement collaboré avec les Russes, eux, ont été transférés de l'autre côté. Donc visiblement, d'ailleurs on le voit sur une des images où il y a un ukro-nazi qui se filme en train d'humilier, de tourmenter un malheureux en montrant son billet, son voyonné billet, c'est-à-dire son carnet de recrutement qu'il a dû avoir à l'époque soviétique, si ça se trouve, parce que en gros ça n'a pas changé. Donc visiblement il s'acharne sur les malheureux qui, encore une fois, comme c'était le cas à Boutcha, ont eu le malheur un jour de faire un sourire à un soldat russe. Donc voilà, ça va être de toute manière, il n'y a rien à attendre de la part des ukro-nazis. Mais ce qui est triste, c'est qu'en plus, ces gens-là, visiblement, qui sont restés, n'ont rien à se reprocher de ce point de vue-là, en tout cas de ce que leur reprochent les ukro-nazis. Voilà, c'est triste, mais en tout cas, ce que ça a montré, c'était l'impotence de l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait frappé, hein, y compris ces images qu'ils ont pris eux-mêmes. Ça ressemble davantage à des colonnes de gitans qu'à des colonnes militaires. Par exemple, vous voyez cette colonne, ça date de début novembre. Donc déjà, on voit des véhicules absolument pas adaptés, donc nos fameux VAB, des Husky, donc des véhicules à roues très peu adaptés. D'ailleurs, il y a un DEVAB qui est déjà en panne, avant même de démarrer. Et puis là, on a vu également arriver vers Kherson, donc pareil, des pick-up, des colonnes extrêmement hétéroclites. Donc ça donne une idée, je pense, de l'état de l'armée ukrainienne. Et je pense que désormais, les techniques qui sont encore en état de fonctionner sont en train d'être transférées du côté du front de Kharkov ou du côté du front du Donbass ou de Zaporozhye. En tout cas, on verra. En tout cas, ce qu'on a vu est pas brillant et on comprend que Washington pousse Kiev à négocier. Voilà
pour la retraite de Kherson. En tout cas, ce que je retire de cet épisode, c'est que la Russie ne va pas négocier. Vladimir Poutine n'a pas mobilisé 300 000 hommes pour rester l'arme au pied et concéder que ces territoires, qui encore une fois sont russes, c'est-à-dire cette nouvelle Russie qui va d'Odessa à Kharkov, puissent être livrés à un régime kievien dirigé par l'OTAN avec la complicité de groupuscules ukro-nazis. Voilà où on en est par rapport à ça.